Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter une nouvelle fois du 1 litre de PureTech, mais cette fois de la génération 3. On aurait pu penser que Stellantis aurait voulu faire oublier tous les déboires de ce 1 litre de PureTech en l'englobant d'une nouvelle stratégie marketing, en lui donnant potentiellement un nouveau nom. Eh bien non, il n'en est rien, il s'appelle toujours le 1 litre de PureTech, mais c'est cette fois la génération 3. Alors pourquoi il s'avère important de faire une nouvelle vidéo sur ce moteur PureTech? Parce qu'il a subi un profond remaniement, notamment en ce qui concerne justement la segmentation, mais surtout le point le plus important, c'est le changement de la courroie par une chaîne de distribution qui normalement devrait résoudre la grande majorité des problèmes qui sont rencontrés sur ce moteur et qui sont dus en particulier à la courroie de distribution. Mais j'espère que la segmentation a été également profondément revue parce qu'il s'avère que cette segmentation était également profondément défectueuse. En plus de la chaîne de distribution, ce moteur va se doter d'une admission variable équipée d'un cycle Miller. Alors, je vous dis tout de suite ce à quoi correspond un cycle Miller. Le cycle Miller permet de concevoir un moteur avec un fort taux de compression, c'est-à-dire doté d'un très bon rendement, sans être pénalisé par des cliquetis dans certains contextes de charge moteur. Alors ça peut être notamment l'accélérateur plus ou moins appuyé, l'injection plus ou moins importante. Car un moteur fortement compressé verra son carburant brûler trop tôt, à un moment où il ne faut surtout pas. La distribution variable permet donc de moduler le dosage du comburant, notamment le mélange air-carburant, en pilotant de manière spécifique les soupapes d'admission, en faisant entrer moins d'air, ce qui permet d'éviter des chaleurs trop importantes, ce qui est également un des défauts du 1 litre de PureTech, ce qui était notamment également rencontré en particulier les premiers 1 litre 6 THP. Donc ces chaleurs trop importantes entraînent un cliquetis qui est également très présent sur ce moteur, et ce cliquetis peut conduire à des casses de bougies, et notamment ces casses de bougies conduisent également très souvent à une casse du moteur. Le turbo passe également à géométrie variable, ce qui permet de le rendre plus efficace à une plage de régime plus élevée, notamment les bas régimes. Ce nouveau moteur a donc comme mission de motoriser bon nombre de modèles Stellantis à 136 chevaux. On est dans le cœur de gamme de Stellantis, tout en respectant les nouvelles règles inhérentes à la norme Euro 6, mais aussi Euro 7, qui est à venir en 2025. Et notamment, il aura droit à un catalyseur qui est doté d'une résistance chauffante pour réduire la pollution à froid. Nous espérons que cette nouvelle résistance chauffante ne sera pas également sujet à avarie et est source de dysfonctionnement sur ce nouveau moteur. On est donc dans une valeur de 136 chevaux pour cette première déclinaison, 100 kW tout rond pour être favorable à certaines réglementations comme la Belgique, et un couple qui reste toutefois identique à 230 Nm, possiblement un bridage lié aux limites des transmissions en termes de capacité de couple admis avec un plat sur la courbe de couple. Moi-même qui suis un grand amateur de Peugeot, vous pouvez d'ailleurs le voir à ma décoration, je suis très attristé de voir que ce moteur est une véritable catastrophe. C'est certainement un des pires moteurs que l'on ait conçu, en tout cas que PSA ait conçu, au cours des 15 dernières années. Alors notamment, ce moteur, il a subi de très nombreuses avaries, en particulier dû à sa conception de courroie humide, cette fameuse courroie qui baigne dans l'huile moteur. Il est vrai que le caoutchouc du plastique fait pas du tout bon ménage avec l'huile qui est bouillante, et puis cette huile, on se rend compte qu'elle est polluée également par des carburants, en particulier du sans-plomb ou de l'éthanol, peu importe ce avec quoi le moteur carbure. Notamment, alors c'est le plus souvent bien évidemment du sans-plomb. Il s'avère que ce moteur peut être
transformé également à l'éthanol. C'est fortement déconseillé, mais il arrive que ce moteur soit transformé également à l'éthanol. Et comme les segmentations sont assez peu étanches, eh bien, le carburant ruisselle en fait sur les parois des cylindres, vient polluer l'huile, et c'est cette huile polluée par des carburants qui dégrade encore plus vite la courroie de distribution. Et puis surtout, la pression d'injection passe de 200 bars à 350 bars. Oh, peu cher, 350 bars, ça fait beaucoup. Hein. J'espère vraiment que les injecteurs et la pompe de pression vont être suffisamment bien étudiés et calibrés pour encaisser ces 350 bars, sinon ça va être également encore des problèmes à la pelle. Nous n'avons plus qu'à espérer que ces nouvelles modifications du 1 litre de PureTech soient à la fois bénéfiques pour les coûts d'entretien et pour la fiabilité. Il faudra cependant attendre d'avoir suffisamment de recul pour être certain que cette modification n'entraîne pas de défaillance majeure de nouveau type, aussi bien concernant le cycle Miller et l'ouverture des soupapes que le turbo à géométrie variable. Le premier retarde la fermeture des soupapes d'admission, plus que d'ordinaire pour favoriser la baisse des consommations, alors que le second optimise les performances sur toute la plage de régime moteur. Ce duo est gagnant et est de plus en plus tendance en essence. On le retrouve d'ailleurs sur d'autres marques, à la fois le 1,5 litre TSI de chez Volkswagen ou Renault sur le récent 1 litre de turbo qui équipe notamment le Renault Austral. Chez Peugeot, ce sont les 3008 et 5008 qui sont désormais équipés de ce nouveau moteur 1 litre de PureTech génération 3. Le gros point positif, c'est que ces nouvelles modifications sur ce moteur devraient apporter à la fois de la sérénité en termes de fiabilité, mais aussi réduire considérablement les coûts d'entretien. En tout cas, faut l'espérer. Il faudra néanmoins attendre un certain temps pour avoir davantage de recul et être sûr que les nouvelles modifications de ce moteur n'entraînent pas de nouvelles avaries, d'autant plus qu'il intègre un cycle Miller et un turbo à géométrie variable. Chez PSA, les 3008 et 5008 hybrides 136 profitent également de ce nouveau moteur. Ils sont dotés du nouvel EB2 génération 3, mais y ajoute une hybridation légère 48 volts. Comme déjà dit, cette hybridation est logée dans une boîte automatique à double embrayage, bien particulière, qui est développée notamment avec la société Punch Powertrain. Le petit moteur qui équipe cette transmission peut même fonctionner seul à très basse vitesse. Rien de tout cela pour le Moka qui garde une offre 100% thermique, uniquement proposée avec une transmission mécanique à 6 rapports. Si vous optez pour la boîte automatique à 8 rapports, la BVA8, vous récupérerez encore l'ancien PureTech, le 130 chevaux. Plus que les performances qui devraient être proches du PureTech 130, c'est la consommation de carburant qui devrait baisser, notamment dans le cadre de cette nouvelle motorisation. Peugeot annonce un gain allant jusqu'à 15% et même 2,5 litres aux 100 km de moins en moyenne en ville, ce qui correspond à une marge quand même très importante, permettant de réduire très significativement les consommations et également entraîner des économies. Un chiffre élevé, mais les émissions de CO2 allant de 126 à 130 grammes par kilomètre de CO2 laissent tout de même présager de belles économies. De même que le malus CO2 qui passe de presque 900 € pour un PureTech 130 à 210 € avec le nouvel hybride 48 volts. Ce nouvel hybride, ayant une nouvelle chaîne de traction hybride, remplacera ensuite le PureTech 130 boîte automatique. Sur le reste de la gamme, ça comprend notamment la 208, la 308, la 308 SW, le 2008 et la 408. Avant d'être généralisé à l'ensemble du groupe Stellantis. En revanche, l'ancien PureTech 130 à boîte mécanique ne reçoit aucune modification. En principe, cette troisième génération du 3 cylindres 1 litre de PureTech a débarqué en juin 2023 dans les Peugeot 3008 et 5008 hybrides 136, mais elle a débuté plus discrètement sa carrière dès le mois de mai dans un autre modèle du groupe Stellantis, l'Opel Mokka. Le petit SUV d'Opel dispose désormais d'une chaîne de distribution également, à la place d'une courroie, du moins sur ses variantes essence à boîte mécanique. Cela représente un changement de taille qui concerne aussi bien la version d'entrée de gamme, forte de 100 chevaux, que le modèle supérieur qui vient de passer de 130 à 136 chevaux, avec la transmission manuelle à 6 rapports. L'hybride non rechargeable fait parler de lui depuis très longtemps chez Peugeot sans que rien ne se concrétise vraiment. Maintenant, c'est chose faite, il fallait absolument réparer ce manque, ce handicap pour le groupe Stellantis, dans la mesure où d'autres marques le proposent déjà, telles que Volkswagen ou Renault.
Concernant cette motorisation, on ne peut pas réellement parler de première puisque le 3008 et la 508 RXH de première génération avaient déjà inauguré le mariage d'un moteur thermique et d'une unité électrique. C'est notamment en 2011, et Peugeot avait d'ailleurs fait le choix d'associer diesel et électrique. 10 ans plus tard, plus de mazout sous le capot des 3008 et 5008 hybrides, et cette motorisation est remplacée par le 1,2 litre PureTech avec un moteur électrique qui est intégré à une boîte de vitesse automatique. Sur le papier, rien de très original, mais dans les faits, il y a quand même pas mal de nouveautés. Ce 1,2 litre PureTech est donc associé à un moteur électrique synchrone à aimant permanent qui est logé dans une boîte de vitesse à double embrayage, elle-même inédite. Alimenté par une petite batterie de 0,4 kWh, utile, fonctionnant en 48 volts, le petit bloc électrique délivre en pic 28 chevaux et vient prêter main forte aux 3 cylindres, sans que Peugeot ne précise la puissance cumulée alors atteinte par l'ensemble. Lorsque la pile est pleine, le moteur électrique est quoi qu'il arrive assez puissant pour déplacer les 3008 et 5008 à petite vitesse, ce qui fait d'eux de vrais hybrides non rechargeables. Pas de quoi atteindre pour autant les 70 km/h, comme c'est le cas par exemple pour les hybrides Renault. Mais assurément de quoi soulager le moteur thermique en ville, c'est-à-dire au moment où il consomme le plus. Le nouvel alterno-démarreur permet d'assurer les cycles de coupure-redémarrage du moteur à chaque fois que c'est nécessaire. Et surtout avec un maximum de douceur. Il faut vraiment espérer que cette nouvelle génération de B2 va redorer un petit peu le blason de Stellantis, en tout cas les marques du groupe, en particulier Peugeot, Citroën. Opel est également bien touché par les problèmes rencontrés sur cette motorisation. Et du coup, des acheteurs d'Opel se détournent d'Opel de par le fait qu'il est équipé de moteurs Stellantis. Bon, c'est un petit peu dommage. Vous êtes également très nombreux à avoir rencontré des problèmes sur ce 1,2 litre PureTech et vous vous détournez de Peugeot, de Citroën, ce que je peux complètement comprendre parce que lorsque vous avez un moteur à changer qui reste à votre charge avec quelquefois des notes qui sont de 6 000 ou 7 000 euros, c'est absolument inadmissible qu'en achetant une voiture neuve, au bout de 2 ou 3 ans, voire quelquefois même 5 ou 6 ans, peu importe, vous ayez à changer un moteur qui reste à votre charge, dû notamment à des défauts de conception qui sont clairement évidents. Le fait que Stellantis ne prenne pas en charge la totalité des réparations sur ces moteurs, ça reste effectivement une honte. Je le dis, je le pense, et je comprends très bien que vous vouliez effectivement vous détourner de Peugeot ou de Citroën dû à ces problèmes. Personnellement, je roule en Peugeot et en Citroën, mais j'ai des moteurs un petit peu plus anciens qui ne sont pas du tout sujets à ce type de problème et j'en suis absolument satisfait. La plus récente que j'ai, c'est un 2 litres HDI de 163 chevaux. Je n'ai pas de problème non plus avec cette motorisation. J'en suis absolument satisfait. Il est clair que à l'heure actuelle, je n'aurais pas acheté ou je n'achèterai pas d'1,2 litre PureTech. J'attends de voir un petit peu ce que donnera en termes de fiabilité ce nouvel 1,2 litre PureTech en génération 3. Pour l'instant, il est trop tôt pour arriver à donner un bilan fiabilité sur cette motorisation. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, c'est important pour le développement de la chaîne. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'hésitez pas à partager et à donner votre expérience, votre réflexion sur la fiabilité de ces motorisations, sur éventuellement les problèmes que vous avez rencontrés. Je pense que c'est utile pour la communauté YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.